Il y a chez Suarez un moraliste impénitent, au sens de Nietzsche. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se prononcer sur les valeurs, qui veut se prononcer sur la morale. Et on ne peut pas dire que dans une époque après 45 où a triomphé, disons, Hegel, où a triomphé Marx, où a triomphé la raison d'État, on ne peut pas dire que ce moralisme individuel, au sens par exemple plus tard illustré par un Jean Kelevitch, qui était un grand admirateur de Suarez, ait eu beaucoup d'audience. Ce point de vue de Michel Drouin, chercheur au CNRS, l'un des Suarésiens les plus résolus de ce temps, et de ceux qui vous donnent envie de mieux connaître André Suarez, sa vie, son œuvre, une émission d'Antoine Spire, avec la collaboration de Michel Drouin, réalisée par Jacques Taroni. Suarez moraliste, ce n'est sans doute pas ainsi que l'ambitieux condottière eut rêvé de passer à la postérité. André Gide, qui ne l'aimait pas, écrivit pourtant « Nos arrière-petits-neveux s'étonneront du silence que notre époque a su garder et faire autour de lui. Dans quel désert ardent la grande clameur de cette pathétique voix retentit. De son vivant pourtant, il fut célébré comme un prodigieux écrivain, l'expression est de Gide, tant par Peggy que Bergson, Romain Rolland, Joyce, Zweig ou Unamuno. Mais progressivement oublié, malgré son magnifique voyage du condottière, ses portraits publiés par Michel Drouin sous le titre Âmes et visages, ou sa judicieuse analyse de Goethe, le grand Européen. Stefan Zweig est l'un de ceux qui a le mieux aperçu la dimension du bonhomme Suarez. Il y a dans vos ouvrages une atmosphère de liberté d'esprit, de courage intellectuel, d'indépendance morale que nous n'avons pas connue en Europe depuis Nietzsche. Vous payez cette supériorité par l'isolement le plus injuste de notre époque, écrivait l'auteur du Monde d'hier. Robert Parienté, biographe de Suarez, a raconté la vie de l'insurgé aux éditions François Bourin. Je crois que le plus beau portrait et un des plus grands textes qu'ait écrit Suarez, c'est son portrait du cardinal de Ré. Parce que dans le cardinal de Ré, il s'est projeté lui-même. Le cardinal de Ré voulait unir l'art et l'action, être à la fois un grand écrivain et un grand homme d'action. Et le cardinal de Ré a échoué dans l'action. Il n'est qu'un grand écrivain, il n'a pas été un grand homme politique. Et Suarez, qui avait rêvé d'être un grand homme politique, a également échoué dans l'action et n'a été qu'un grand écrivain. Si bien que dans Ré, il a retrouvé un autre lui-même. Et voilà pourquoi, sans doute, ces pages sur le cardinal de Ré sont parmi les plus belles qu'ait écrites Suarez. Tout devient poème avec André Suarez, même un portrait. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une théorie, d'un portrait ou d'un symbole, d'une action ou d'une légende, le poème seul me préoccupe, écrivait Suarez. Et il me semble n'avoir rien fait si mon objet n'a pas trouvé sa forme dans le poème. Cette obsession du poème avait plu à Jacques Doucet, le mécène de l'entre-deux-guerres, qui chargea Suarez de penser la bibliothèque littéraire au lendemain de la guerre de 1914. François Chapon est aujourd'hui le directeur des bibliothèques Doucet. Alors votre père, Albert Chapon, était donc l'ami d'André Suarez, ce qui fait qu'un jour, le petit garçon que vous étiez, François Chapon, a vu apparaître Suarez. Racontez-moi. Enfin, je ne l'ai pas vu apparaître. On m'a conduit chez lui avec une grande référence. Je devais avoir 8 ou 9 ans, n'est-ce pas? J'étais absolument terrifié. Je suppose qu'on m'avait fait les recommandations d'usage qu'on fait à un petit garçon quand on le mène chez un grand homme. Mais en plus, je dois dire que l'aspect physique de Suarez, vous savez, qui portait ses cheveux longs, très noirs. Il se décrit toujours comme très laid. Il se décrit comme très laid. Oui, alors est-ce qu'il était aussi laid qu'il le dit? Mais pas du tout. Moi, je proteste contre ça parce que c'était un visage singulier avec ses yeux noirs de jet de feu très, très impressionnant. J'ai eu l'impression d'être en face d'un sorcier et je ne vous cache pas que j'ai eu peur. Mais c'était un visage très attachant et qui avait sa beauté propre. Il y a là une espèce de complexe d'infériorité de Suarez qui est très singulier, mais qui aide à comprendre la cristallisation héroïque qu'il a fait autour de son personnage. Il a substitué à ce qu'il était vraiment un autre personnage qu'il voulait être. Comme s'il se bardait un peu, comme s'il se renfermait dans une espèce de héros négatif. Voilà. Peut-être pas négatif, n'est-ce pas? Parce que pour lui... négateur au moins. Oui, voilà, c'est plus exact. Parce que pour lui, la vie elle-même est une œuvre d'art. Et
aussi comme ça qu'il a eu tant d'influence sur Jacques Doucet, parce que Jacques Doucet, comme tous les grands amateurs, grands collectionneurs, devait souffrir en son fort intérieur d'un manque de création. Il collectionnait les créations, mais il ne créait pas, n'est-ce pas? Et Suarez a su lui montrer, à travers cette abondante correspondance, qui comprend plusieurs milliers de lettres, il a su lui montrer que la vie elle-même peut être un poème vécu, une œuvre d'art par elle-même. Robert Parienté, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle André Suarez, l'insurgé. Ce livre qui est publié par les éditions François Bourin nous permet en fait de faire le tour non seulement de l'œuvre, mais en même temps de la vie de Suarez. Et peut-être faut-il commencer en disant que né en 1868, Suarez a eu une carrière assez longue avant-guerre et que sa formation, vous nous apprenez beaucoup de choses sur sa formation, sur ce qu'a été sa famille et sur ses premières années. Peut-être vous pouvez revenir sur cette enfance de Suarez qui explique peut-être l'homme impatient, bilieux, un peu vétilleux, de certaine façon, tumultueux que nous connaissons. Oui, je crois que son enfance explique pratiquement toute la suite de sa carrière et de sa vie tourmentée. Il a eu une succession de malheurs dès son plus jeune âge, puisque sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans, et que son père est tombé gravement malade, une maladie qu'on n'a pas déterminée réellement, mais qui ressemble aux symptômes de la maladie d'Alzheimer, et que ce père, au moment où Suarez devenait un adolescent, est devenu un total grabataire. On imagine, dans ces cas-là, le traumatisme qu'un enfant entre 6 et 12 ans peut subir et toutes les conséquences que ça peut avoir sur son psychisme. Il a été aussi un élève merveilleux, puisqu'il a raflé tous les premiers prix, ou presque tous, au lycée Thiers à Marseille, avant d'aller à Paris au collège Sainte-Barbe, grâce à l'intervention de ses oncles, les Cohen, et d'un cousin, qui était d'ailleurs un très brillant professeur de l'enseignement français, Édouard Petit, dont j'ai retrouvé la trace tout à fait par hasard grâce à des contacts de personnes qui appartenaient à la famille de Suarez. Et cet Édouard Petit, qui est devenu un petit peu plus tard inspecteur général de l'éducation, a été le premier qui a insufflé dans l'esprit de Suarez cet esprit de conquête, cette sorte de fiction que Suarez va créer peu à peu autour de lui, et qu'il l'amènera à se comparer à un condottiere de la pensée et de l'esprit. C'est au moment où il est lycéen à Marseille que Édouard Petit confie à Suarez tout ce qu'il croit être l'histoire des condottières. Et il est très curieux de constater que vers les années 1885, alors que Suarez va quitter Marseille pour s'installer à Paris et suivre les cours du collège Sainte-Barbe comme son frère, Jean, que le professeur Édouard Petit adresse à André Suarez, qui n'était encore que Félix Suarez à l'époque, une thèse qu'il a écrite et qui se nomme Andrea Doria, le condottiere. Et c'est à partir de cette thèse, un très volumineux travail de 700 ou 800 pages, que Suarez va rêver sa vie de conquérant. Alors, c'est un élève transcendant, vous l'avez dit, vraiment un élève exceptionnel. Il va entrer à la rue d'Ulm. C'est quand même quelque chose de très très important, cette entrée à la rue d'Ulm, parce qu'on peut dire que c'est un normalien type d'une certaine façon. À la fois un normalien exceptionnel, un normalien type. C'est à l'école normale supérieure qu'il fera la connaissance de Romain Rolland. C'est à l'école normale supérieure qu'il va quand même lier quelques amitiés qui devraient compter et qui finalement, petit à petit, vont s'étioler. Des amitiés qui vont peut-être s'étioler en ce qui concerne Romain Rolland, mais celle de Maurice Potcher durera jusqu'à sa mort. Maurice Potcher n'a fait qu'un très court passage à Sainte-Barbe et à Louis-le-Grand où ils suivaient des cours en commun. Ils se sont quittés et ils se sont retrouvés ensuite pour ne plus jamais se séparer. Suarez a été un très brillant élève jusqu'au moment où il entre à Normale Supérieure, avant d'avoir passé son baccalauréat, ce qui est tout de même exceptionnel, et après avoir obtenu un grand prix qui sera remarqué par Anatole France et qui vaudra à Suarez, alors qu'il n'a que 17 ans, un article très remarqué dans Le Temps, dans la chronique qu'écrivait Anatole France. Je crois que Suarez n'a jamais supporté la différence qu'il incarnait aux yeux de ses congénères, de ses camarades de turne. Il était provençal, il était marseillais, il était juif. Malgré, je dirais, l'aide qu'il a reçue et très
très importante de Romain Rolland, il n'a jamais pu s'incorporer pleinement à un groupe et il n'a jamais pu se faire à l'idée de devenir un enseignant. Il voulait être un créateur avant tout. Alors il était amoureux de l'art, un créateur avant tout, un poète. Ce qui est frappant chez lui, c'est ses engagements très tôt, parce qu'il est anti-boulangiste, il est dreyfusard, il est admirateur de Jaurès et de Clémenceau. C'est un homme qui, déjà politiquement, malgré son amour de l'art, malgré le fait que la poésie et l'art passent en premier, a des points de vue politiques extrêmement précis. Oui, il a pris position très fermement dès le boulangisme, il s'est attaqué au boulangisme. Ensuite, il s'est attaqué à ceux qui masquaient la vérité dans l'affaire Dreyfus, et il a écrit un pamphlet dans les années 90 d'une violence extrême, à partir du moment où on a su que Dreyfus n'était pas coupable, n'était pas le coupable qu'on avait désigné à la vindicte nationale. Il a écrit un pamphlet d'une violence extrême où il dénonçait tous ceux qui s'étaient efforcés d'exiler ou de faire exiler Dreyfus à l'île du Diable. Et il a rendu justice au colonel Picard, qui devait devenir peu de temps après général et ministre de la guerre de Clémenceau, dans des lignes qui sont aujourd'hui encore dignes de la vérité qu'il a voulu incarner et je dirais asséner à ceux qui mentaient ou qui travestissaient cette vérité. Alors comment expliquer que, en fait, Suarez se renferme petit à petit dans une espèce de solitude de misanthrope, se coupe petit à petit d'un certain nombre de gens, a beaucoup de mal au fond à pénétrer le milieu intellectuel, n'est pas reçu à sa juste valeur et ayant pénétré grâce à Copeau, la NRF, en est finalement exclu dans des conditions très étonnantes. Je crois qu'il y a peut-être plusieurs explications. L'une de celles qui me vient à l'esprit pour essayer d'expliquer cet isolement dans lequel il est confiné presque toute sa vie, et selon d'ailleurs un propos tenu il y a très longtemps par le meilleur spécialiste à mon sens de Suarez, qui a écrit des choses merveilleuses sur Suarez bien avant la guerre dans la NRF, il s'agit de Gabriel Bounour. Il me semble que Suarez était une sorte de samouraï dont l'idéal était de connaître la tristesse des choses et qui, dans le secret de son cabinet, essayait de comprendre le monde ou de faire comprendre ses propres idées à travers ce mysticisme qui en a fait un homme à la fois Cassandre, donc qui ne plaisait pas à tout le monde lorsqu'il appelait à la révolte, ou à la fois un homme qui avait une telle intelligence qu'elle faisait l'effet d'un sismographe annonçant le tremblement de terre. Et ce genre d'alerte ne plaît pas beaucoup aux contemporains qui veulent se confiner dans un confort ou qui veulent rester en marge de ce que les Cassandres peuvent annoncer. Robert Parienté, on disait qu'il agaçait. On parlait de lui comme un polémique un peu érudit, comme un superbe connétable. On stigmatisait ses jugements fracassants, son intransigeance. Et on disait souvent quelque chose comme « c'est un mousquetaire triste ». Oui, je crois qu'on écrit beaucoup de stupidité sur Suarez, surtout ses contemporains. Je crois qu'aujourd'hui l'analyse est plus sereine. Avec le recul, on se rend compte tout ce que représente Suarez et l'immensité à la fois de son œuvre et de son esprit. Bounour, auquel fait encore appel, a pu écrire au moment de sa mort « Il est incroyable qu'il ne se soit pas trouvé de son vivant de grands critiques pour aimer ce cœur malade, pour faire crédit à cette amertume démesurée et tout permettre à ces colères universelles. » Car il s'agit bien de colères universelles qui veulent secourir le genre humain. Michel Drouin. André Suarez, eh bien, il est né sur l'état civil Isaac Félix. Le père s'appelait Jacob et le grand-père Abraham. Il y a donc là, comme l'a dit Suarez lui-même, des fatalités qu'il n'a pas toujours bien acceptées et qui ont beaucoup pesé sur son destin. Encore que il était un enfant choyé, même s'il avait perdu sa mère, effrayé par la maladie affreuse de son père, triste parce que son frère, qu'il adorait, optait pour la marine et donc très tôt est parti. Mais il faut dire que cet enfant qui avait déjà des visions est tout à fait extraordinaire, tel qu'il les raconte dans Marsillo, qui est un de ses plus beaux livres, est un enfant qui, pensait à l'art et qui n'a pas du tout été vers les problèmes sociaux et politiques de son plein gré. Il a été forcé et contraint. Par exemple, l'antisémitisme, il l'a découvert rue d'Ulm, d'une façon affreuse, au point que sans Romain Rolland, ses camarades antisémites, qui n'étaient plus ses camarades, bien sûr, mais disons ses condisciples, auraient réussi à le dégoûter tellement de l'école qu'il aurait démissionné alors qu'il était entré à un très bon rang, était entré 3e. Alors voilà un enfant, voilà un adolescent coupé de son milieu familial qui découvre des choses qui non seulement le terrifient,
mais qui vont peser toute sa vie sur lui parce que d'un côté, il va mépriser profondément toutes ces atteintes à la dignité humaine, tout ce qui porte, tout le courant négatif qui porte l'affaire Dreyfus, la bassesse, le mensonge, la félonie, et en même temps, même si ça le dérange dans sa création, il ne s'enfermera jamais dans une tour d'ivoire, mais au contraire dans ce que j'ai appelé une tour de cristal, c'est-à-dire qu'il sera un observateur du monde, mais avec tout ce poids de fatalité familiale et en même temps de fatalité de sa condition juive. Michel Drouin, j'ai lu la correspondance qu'il a entretenue avec Copeau et surtout la remarquable manière dont vous l'avez présentée. Et je dois dire que j'ai été convaincu par votre thèse selon laquelle il y a un autre Suarès. Un Suarès affectueux, sympathique, fraternel, ami de Copeau, qui pourtant n'écrit pas de théâtre pour Copeau, qui pourtant n'a rien à retirer de l'amitié avec Copeau, mais qui le prend presque sur son aile protectrice, s'intéresse à sa carrière, s'intéresse au développement de son théâtre, s'intéresse au développement des frères Karamazov joués par Copeau, etc. Suarès rompt avec Gide en 1920 à propos de Dostoïevski. Copeau, qui a entraîné Suarès à la NRF, qui a été l'artisan de la venue de Suarès à la NRF, est très gêné, très ennuyé. Et Copeau va tout faire pour rester jusqu'au bout le grand ami de Suarès. Et je trouve qu'il y a dans cette amitié quelque chose qui met à mal le portrait très, très amer d'un Suarès misanthrope. Tout à fait. Tout à fait. Suarès est considéré souvent comme un doloriste. C'est ainsi que le voyait Jacques Rivière à propos de son compte-rendu de Bouclier du Zodiaque, et comme un homme qui se plaignait tout le temps. C'est-à-dire qu'il réclamait tout le temps qu'on l'aide, et finalement, on ne sait pas à quel point il a su aider les autres. Non seulement il a su être très fraternel pour Copeau, qui lui a rendu justice, mais il a été fraternel pour tous ceux qui s'approchaient de lui. Et dans Ignoré du destinataire, ou d'autres recueils, dans d'autres correspondances, certaines inédites, on voit à quel point celui qui venait vers lui, avec des précautions, bien sûr, mais avec suffisamment de chaleur, d'affection, de constance, pouvait compter sur l'aide de Suarès. Il a été un ami merveilleux pour Pierre de Massot, il a été un ami merveilleux pour Jean de Beauchère, dont on va republier maintenant 15 volumes d'œuvres complètes. Et ceci n'est pas assez connu. Il y a autour de Suarès des légendes qui perdurent. Et alors, parmi ces légendes... Là, on trouve justement un Suarès donneur d'énergie à Copeau, oui. Un Suarès tendre avec son vieux pigeon, entre guillemets. Oui. Le vieux pigeon, c'est Copeau. Bien sûr. Un Suarès, au fond... Le théâtre du Vieux Colombier. Un Suarès qui finalement retrouve dans Copeau, je dirais, la réalisation de quelqu'un qu'il n'a pas été. Sans aucune jalousie, il voit grandir Copeau, grandir l'homme de théâtre qu'il est, sans aucune amertume, sans aucune critique, mais avec affection, tout simplement. Oui. Et il fallait pour Suarès savoir, comme le savait Copeau, qui était un grand esprit, un grand comédien, il fallait savoir le prendre. Par exemple, Gide n'a pas su prendre Suarès. Et c'est quand même dommage parce que Suarès lui a rendu quand même plus justice qu'on ne le croit. Mais ça a été l'échec. Claudel... Gide a quand même dit, nos arrière-neveux s'étonneront du silence que notre époque a su garder ou faire autour de lui. Oui. Là, ce jour-là, oui. il rendait compte... oui, Antoine Spire, mais malheureusement, c'est un texte qui ne fait pas partie des œuvres publiées d'André Gide. C'est un texte que Gide a fait exprès de laisser dans la Nouvelle Revue Française, et il faut aller le chercher en 1911 dans un numéro de la Nouvelle Revue Française pour pouvoir le publier, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le journal de Gide. Alors, on ne peut pas dire que ce texte est beaucoup compté, vous voyez, pour la postérité de Suarès. Il a manqué à Suarès, accusé d'orgueil, accusé d'être arrogant parfois, il a manqué d'une certaine assurance en soi. Et peu de gens se sont rendus compte à quel point Suarès avait besoin, comme a très bien su le faire Copeau et Claudel à un moment, de réconfort, de simplicité, d'amitié et, bien sûr, d'une certaine constance dans l'amitié. Bernard Duchâtelet, professeur à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, a publié une étrange correspondance entre Suarès et un magistrat breton, Yves Lefebvre. Non seulement Suarès a aimé la Bretagne,
Mais ce juif cosmopolite s'est concocté une identité bretonne de rechange. Ainsi, certains de ses textes furent-ils signés du pseudonyme de Caerdal. Fasciné par la puissance de la mer qui déferlait sur les rochers, Suarès aimait à demeurer debout des heures sur une corniche pour assister à la bataille de géants des marées d'équinoxe. Mais il est difficile de ne pas évoquer la dénégation de son judaïsme originel dans cette attirance pour la Bretagne. Dans un article donné à la publication Le Jour, Suarès dresse un portrait accablant de quelques femmes aperçues lors d'un tour de chant. Le ton méprisant et le racisme avéré du texte étonneront plus d'un lecteur. En voici une qui vient, et je ne sais comment la peindre, avec des couleurs humaines. La tignasse rouge, qui fait penser à une garenne de poux dans la pommade, la bouche immonde, un égout coupant, ouvert sur les eaux nocturnes, une longue ligne mauvaise, mince, à la surface toute gonflée au-dedans, ses yeux de rat pesteux ont le morne éclat du bitume. Elle marche en se tortillant. On sent qu'elle voudrait jaillir, sanglante et nue, de sa jupe, et ne rien être qu'un bas-ventre criant. Elle sue l'ignominie et la haine de la pudeur. Quand elle s'avance, la gueule tordue, la face blême, les ombres de la pourriture sous le menton, au creux des orbites et aux parenthèses des narines, elle est toute pareille à un ver, épouvantable, un gigantesque et monstrueux asticot issu de ce siècle avancé et d'une société qui se décompose. Peut-être la Bretagne est-elle pour Suarès un bain de pureté face à cette pourriture-là. Bernard du Châtelet. Il est bien clair que Suarès a été séduit, fasciné par la Bretagne, au point même de se découvrir, mythe ou pas, une ascendance bretonne. Toujours est-il que, très tôt, la Bretagne l'a attiré. Il y a vécu à plusieurs reprises, passant des séjours relativement longs, que ce soit à Bénodet, que ce soit à Plouescat, que ce soit au Pouldu et dans bien d'autres lieux. Il y a trouvé une sorte d'accord avec son âme. Et je pense les plus beaux textes d'avant 14 écrits par Suarès sont des textes en grande partie inspirés par la Bretagne. Bien sûr le livre de l'Émeraude, mais surtout aussi Lord Spleen en Cornouailles, qui est un texte remarquable, que l'on retrouve dans Voici l'homme, et où Suarès se montre le solitaire retiré en Bretagne et qui vit au sein de la nature, au bord de l'océan. Il se dit lui-même l'homme du couchant, car, en fait, à l'extrême pointe, à l'extrême occident, c'est la chute, c'est le néant, c'est la douleur et c'est, en quelque sorte, la mort. Suarès est pris par le spectacle de ce paysage breton. Mais comment se fait-il que cela va jusqu'à s'identifier à un breton, signer des textes du nom de Caerdal? Tout simplement parce qu'il s'est senti tellement en accord avec ce paysage. Il a dit lui-même qu'il était à la fois provençal et breton. Michel Drouin, est-ce que c'est pas une dénégation aussi de son identité juive? Est-ce que c'est pas chez lui quelque chose qui, alors on touche quelque chose d'assez obscur, qui faisait que, souffrant de l'antisémitisme, adoptant à la fois un profil bas et étant misanthrope, il essayait de s'imaginer une identité de substitution? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles dans l'œuvre de Suarès. Il y a le pôle méditerranéen, provençal, italien, oriental, qui contient énormément de douleur et beaucoup de tragédie. Et grâce à un mouvement pendulaire, qui oscille comme cela pendant toute la vie de Suarès, il y a le pôle celtique, c'est-à-dire non seulement la Bretagne, mais également l'Irlande, une espèce d'Irlande mythique, aimée à travers bien sûr Wagner, Tristan, Iseult. Il y a l'Angleterre à cause de Shakespeare, et on peut monter comme cela jusqu'à Ibsen. C'est évidemment à partir des tragédies de l'enfance et d'un certain reniement de sa condition juive que Suarès a non pas aimé la Bretagne, mais a cherché dans l'élément breton et en même temps dans un certain celtisme hérité de Renan et de toutes les influences, Villiers de l'Isle-Adam et autres, une sorte de terre où il n'aurait plus besoin de se poser de la même façon
de la même manière, parce que c'est tout aussi intense en Provence qu'en Bretagne, mais de la même manière, les problèmes, disons, les plus cruciaux de la condition humaine, les problèmes de la mort. Ce qu'il a pu écrire sur la mort, par exemple, dans Le Voyage du Condottiere, en Italie, en regardant des œuvres d'art, n'a rien à voir avec ce qu'il écrit sur la mort, en parlant de certains villages bretons, de ces Bretons qui se résignent à accepter que, eh bien, quand on va à la pêche et autres, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, la mort doit être extrêmement proche de l'existence quotidienne. En Bretagne, plus particulièrement, Suarez se sent en accord avec la profonde mélancolie qui est la sienne. Voici ce qu'il écrit dans Retraite en Cornouailles. L'homme du grand silence, ayant beaucoup erré en Europe, quitta Paris, où il faut être femme pour bien vivre, et rentra dans son manoir de Caire et Nord, en Argole. C'est au pays de Cornouailles, là où l'Occident finit, où le soleil chaque soir meurt dans la mer, et où le solitaire océan commence. Et il ajoute, c'est ici le climat de mon âme. Alors Robert Parienté, vous avez mis à jour de nombreux documents inédits pour faire votre livre. C'est assez étonnant, l'itinéraire biographique de Suarez, parce que on a l'impression qu'effectivement, dans ses premières années, ses premiers essais sont salués comme des essais absolument remarquables. Ses premiers travaux littéraires sont admirés. Vous dites, en présentant votre livre, ses contemporains le voyaient comme l'équivalent de Valéry et de Claudel. Oui, au début, mais non plus tard. Je dirais que dans l'entre-deux-guerres, déjà, son image a commencé à décliner après la guerre de 14. Alors, comment expliquer qu'après la guerre de 14, son image est déclinée à ce point et qu'au fond, date de sa rupture avec Gide, 1920, c'est en même temps la date de sa rupture avec le milieu littéraire, c'est en même temps la date de sa rupture, au fond, avec l'opinion publique française, je parle d'intelligentsia française, qui ne le considère plus comme un très grand à partir de 1920. Bien, là aussi, je crois qu'il faut considérer plusieurs directions. Il faut juger ceux qui aujourd'hui l'ont démoli, la critique de l'époque qui a été très dure pour lui, et notamment Soudet, qu'il appelait la Soudaille. Il faut aussi penser que l'éviction de la NRF lui a coûté très cher, en raison probablement d'une incompréhension ou d'une sorte de revanche que voulait prendre Jacques Rivière sur certains écrits. Vous pensez comme moi que c'est un point clé, 1920, oui, c'est un point avec clé. Gide. Mais il faut aussi considérer qu'en même temps, Suarez continue d'être admiré par de très grands écrivains, et notamment par André Malraux, qui le place toujours dans les années 20 au niveau de Claudel, de Valéry, de Gide. Malraux qui le copiera d'ailleurs. Et Malraux qui s'inspirera même d'un titre de Suarez pour un de ses plus grands romans. Je crois que également, à partir de 1930, Suarez a écrit probablement ses plus beaux livres, ou ses livres les plus marquants. Il a écrit un Napoléon qui a eu un grand succès littéraire, puisqu'il y a eu plusieurs éditions, et que Grasset a dû tirer à peu près 18 à 20 000 exemplaires, ce qui à l'époque n'était pas fréquent. Il a écrit aussi un remarquable Goethe, qui vient d'être édité chez Klingsik. Il a écrit un Paris, Cité Nef de Paris, qui est une pure merveille. Il a écrit également le livre fondamental qui, pour moi, représente l'engagement le plus courageux que l'on ait eu face à la montée du nazisme et du fascisme, Vue sur l'Europe, qui devait paraître en mars 1936 et que Grasset, avec l'acceptation, mais à contre-cœur de Suarez, a retenu jusqu'en 1939, au moment où Hitler envahissait la Rhénanie et rompait en fait les clauses du traité de Versailles. Suarez a renoncé à ce livre provisoirement en admettant que cette publication pouvait amener un casus belli entre la France et l'Allemagne. La France n'a pas bougé, elle s'est repliée sur elle-même frileusement. Suarez avait dénoncé tout ce que contenait Mein Kampf lorsque Mein Kampf a été traduit en français dès le début des années 30, mais on ne l'a pas écouté. Et puis, bien sûr, on en arrive à 1935, date clé de la vie de Suarez. En 1935, il reçoit le Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix de la Société des gens de lettres, et bien sûr, il va se servir de ces prix pour se jeter dans la bataille politique. Alors, et on peut dire que du point de vue purement littéraire, de par les promesses qu'il lui avait, non pas les promesses, mais enfin disons les espérances qu'on lui avait données dans le salon de la comtesse Murat, qui l'appelait sa princesse, d'une possibilité de l'introduire à l'Académie française,
il a ruiné, volontairement, et seul écrivain de sa génération, il a ruiné sa réputation littéraire au service de quelque chose qui était encore plus important à ses yeux que la grandeur, ou, si vous voulez, une idée de la grandeur qui ne peut pas se détacher de celle de la vérité. Il n'y a pas de grandeur si cette grandeur, pour Suarez, ne va pas dans le sens de l'humain, du droit et de la vérité. Alors Robert Parrianté, cette année de 1935 est une année clé dans l'œuvre de Suarez, non seulement parce qu'il reçoit tous ses prix, non seulement parce que c'est l'écriture de Vue sur l'Europe, mais aussi parce que c'est un moment politique clé, avec la conscience qu'il prend de ce qu'est le nazisme, de ce qu'est le fascisme, de ce qu'est le stalinisme, puisque au fond, il avertit à la fois ses lecteurs contre ce qu'il appelle les poudrières farcies de haine, mais en même temps, il fait une erreur terrible en 1935. Il signe une pétition qui justifie l'offensive italienne contre l'Éthiopie. Comment expliquer que cet homme, qui est sans doute l'un des intellectuels les plus lucides de la deuxième partie des années 30, signe cette pétition en faveur de l'Italie? Tout d'abord, cette erreur incontestable qu'il a reconnue lui-même est de courte durée. En quelques jours, on peut dire que Suarez s'est repris en se rendant compte de sa bévue. Elle est due, à mon avis, à son énorme admiration, son incroyable admiration qu'il avait pour l'Italie, qu'il a aimé dès sa plus tendre enfance, et aussi peut-être par ses origines. Son père et ses grands-parents étaient nés à Livourne. Et je crois qu'il s'est laissé entraîner en imaginant que l'Italie, je ne dis pas le fascisme italien, mais l'Italie allait apporter une sorte de bonne parole à l'Abyssinie et sortir l'Abyssinie du servage. Il s'est rendu compte que le fascisme et Mussolini n'empruntaient pas du tout ces voies, que ces voies étaient celles de la violence, de l'asservissement à une cause personnelle que défendait Mussolini, et il s'est repris. Et avec quelle vigueur dans des articles qui ont paru dès la fin de 1935 et en 1936, à tel point que on l'a remercié du jour où, dans le quotidien Le Jour, où il donnait des chroniques très virulentes contre l'Italie notamment, et il n'a plus vu que des portes fermées devant lui. Et ces chroniques sont passées dans des petits journaux, l'Indépendante Blida ou des revues comme Vendémiaire, diffusion très restreinte, Panurge, et ce n'est qu'à travers ces quelques revues qui étaient diffusées à peine à quelques milliers d'exemplaires qu'il a pu continuer de s'exprimer. Parce qu'on ne voulait plus l'entendre, parce qu'on ne voulait plus le laisser s'exprimer après cette courte erreur de parcours. Michel Drouin, dans les Vues sur l'Europe, dont l'objectif premier est évidemment d'attirer l'attention de tous sur les méfaits du nazisme et de la barbarie, est-ce qu'il n'y a pas chez lui quelque chose qui fait que, au fond, il se résout facilement à ne pas être entendu, comme si la misanthropie de Suarez se traduisait par une espèce de repli un peu digne, vous savez, dans sa cape, et un repli de quelqu'un qui se dit bon bah tant pis, je serai pas écouté. Alors bon, ça échoue. Vous m'avez expliqué que le livre ne paraît pas en 36 par une suite de circonstances malheureuses. Il n'empêche que est-ce que Suarez ne se résout pas trop vite à sa non-parution? Et est-ce que Suarez, ayant écrit Vue sur l'Europe, avec cette formidable lucidité sur la situation politique, ne se résout pas trop vite à ne pas être entendu parce que c'est un aristocrate qui, au fond, a poussé son cri, et si ce cri n'est pas entendu, tant pis? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question parce que le livre a été arrêté par un concours de circonstances, l'invasion, la réoccupation de la Rhénanie par les troupes nazies en violation du traité de Versailles. À ce moment-là, Grasset était très inquiet, étant donné que le livre était une bombe, et il a prié Suarez de faire très attention. Et Suarez, par patriotisme, pensant que son livre pouvait attiser les passions, a préféré le retirer. Ça a été un grand drame pour lui, parce qu'il estimait que même si la polémique, même si le journalisme, par rapport à son grand œuvre, dramatique, poétique et autres, c'était du temps perdu, depuis 1934, il était persuadé qu'il y avait en lui une espèce de don, de flair, d'instinct, de chien de chasse, de parfait limier, sans aucune information. Il ne connaissait pas bien les politiques ni les diplomates, mais à se prononcer en tant que poète sur les affaires de la cité. Et là, il rejoignait, bien sûr, Cassandre, l'éternelle Cassandre. Mais Cassandre, elle parle quand même, jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Elle parle quand même si les autres ne l'écoutent pas. Donc il y a le devoir de Cassandre, et il y a aussi l'idée
très grec que le poète est un rebelle dans la cité grecque s'il ne participe pas aux affaires publiques. Et là, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on s'est moqué de Suarez. On a dit, mais qu'est-ce que ce poète qui nous parle tout le temps de musique et de poésie vient raconter dans le débat politique? On n'a pas besoin de lui, il y a des professionnels pour cela, ou il y a des gens beaucoup plus compétents et autorisés. Et Suarez nous répond que non. Et c'est très actuel. Michel Drouin, prenons un exemple. À propos de Mein Kampf, Suarez écrit, donc dans Vue sur l'Europe, nous sommes en 1934, c'est un vomissement de 700 pages, 19 000 lignes de haine, d'injures, de bave, un monument d'imposture et de bestialité. Dans ce livre, il y a tous les crimes de Hitler commis cette année et tous ceux qu'il pourra commettre encore. Nous sommes en 1934. Est-ce que ses contemporains ont entendu ce jugement? Eh bien, Antoine Sbire, ceux qui ont entendu ce jugement ont été les très rares lecteurs d'un petit journal qui s'appelait l'Indépendant de Blida. Parce que Suarez n'a pas pu faire passer cet article dans de grands journaux parisiens. Alors, il est évident que Guibert ou d'autres, en Algérie ou en Tunisie, ont pu lire ce texte. Des intellectuels algériens, tunisiens, ont pu peut-être lire l'Indépendant de Blida. Pas les Parisiens, pas les Français. On doit admirer dans ce noble liste, partagée entre Paris, Weimar, Bayreuth, Budapest et Rome, le premier des grands Européens. Il l'est de toute façon, et comme il était seul permis à un musicien de l'être. La musique est sans doute la nouvelle religion de l'Europe. L'esprit français, l'émotion allemande, la culture latine, la foi catholique, se compensent en lui et y font l'accord le plus rare. Les romantiques de France et d'Angleterre lui sont familiers. Dante et le Goethe mystique se partagent sa prédilection. Enfin, il est profondément religieux. Ainsi, l'équilibre du monde germanique et du monde latin est admirable dans cet homme. Personne plus que Liszt ne nous offre une meilleure image de la très belle société européenne, qui a eu son plus haut moment dans les courtes années 60. Tant à Rome qu'à Paris, à Vienne et dans les villes du Rhin, à Londres même, une élite a cherché tout ce qui rapproche, loin de tout ce qui divise. Les plus sages y ont mis un zèle enthousiaste et une naïveté touchante. Les peuples n'y entraient pour rien, tout se faisait entre gens de pensée et de mérite. Plusieurs crurent alors que le temps était venu pour une société des esprits. Michel Drouin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu élitiste chez Suarez dans cette vision de l'Europe? Une Europe des esprits contre l'Europe de la barbarie qui serait l'Europe du peuple? Oui, mais d'abord, je fais une petite parenthèse, c'est que vous avez lu un texte qui se termine par une allusion au fascisme. Et donc, un souvenir, ce texte date de 1929, un souvenir du dernier voyage en Italie qu'a fait Suarez en 1928, parce que de toute façon c'était fini entre lui et l'Italie fasciste, et une allusion, les missionnaires d'une paix spirituelle, qu'anéantit dès l'abord l'ombre seule de leur présence, ce sont les accords de Latran, c'est-à-dire la confrontation entre l'Église catholique et un pape Pie XI, que Suarez admire à la différence du pape Pie XII, après, et donc les représentants du fascisme. Alors, c'est donc toujours une Europe, à la fois musicale, littéraire, culturelle, et en même temps politique. Il faut faire attention que Suarez peut très très bien passer par certains de ses textes pour un aristocrate méprisant le peuple. Or, il n'en est rien. C'est un profond démocrate. Simplement, encore Pascal, tout est fondé chez lui sur une hiérarchie ascensionnelle de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont reçu plus que d'autres, une certaine mission dans l'histoire d'éclairer, d'être les phares de l'humanité. La Grèce, Rome, la France, l'Allemagne, l'Italie. Mais ça ne veut absolument pas dire que les autres peuples ne seront pas un jour amenés à la même... Alors, il a forgé un mot, repris de Péladan, aristie. Je pense que Suarez, si vous voulez, voit l'humanité comme une sorte de convoi. Il y a une locomotive, mais qui doit tirer tous les wagons. Quand il parle des barbares, il faut bien s'entendre aussi sur le sens de ce mot, ce sont tout simplement, jusqu'au dernier homme, jusqu'au plus misérable et au plus inculte, des hommes qui sont appelés à l'élection. Non, pas du tout une élection religieuse, divine, religieuse, non, mais à l'élection de quoi? À l'élection d'être des citoyens.
des citoyens au sens, par exemple, des citoyens italiens de la ville de Florence au XVe siècle, qui participaient au débat pour savoir si on allait, par exemple, commander tel retable ou tel tableau à tel peintre plutôt qu'à un autre. Ça ne se faisait pas uniquement entre les princes, ça se faisait avec le concours du peuple. Voilà l'idée du peuple chez Suarez. Yves-Alain Favre, vous êtes l'auteur d'une thèse consacrée à la recherche de la grandeur dans l'œuvre de Suarez. Est-ce qu'on peut dire que cette grandeur dans l'œuvre de Suarez, c'est vraiment une recherche chez lui, ou bien est-ce que ce n'est pas finalement un résultat? Est-ce qu'il avait cet objectif de grandeur? Est-ce qu'il n'était pas plutôt préoccupé de poésie? La recherche de la grandeur fut vraiment l'œuvre de toute la vie de Suarez, de sa jeunesse à sa mort. Cette grandeur, il l'a incarnée dans différentes valeurs successivement, disons pour simplifier, dans l'héroïsme, puis dans l'art. Et dans la mesure où la grandeur s'identifie à l'art, son œuvre est bien une œuvre de poète, au sens général du terme poète. Quand vous parlez de l'œuvre d'art et de la poésie chez lui, souvent on parle de sa poésie avec certaines réticences. Et pour ma part, ayant lu ses poèmes, je penserais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans son œuvre. Je préférerais infiniment, par exemple, ses portraits. Je pense à Suarez portraitiste de Pascal, portraitiste de Rembrandt, de Goethe, de Stendhal, de Dostoïevski. Est-ce que c'est pas préférable finalement au Suarez poète? Et c'est pas là où il est le meilleur poète? Il y a quand même 2 grands livres de poèmes qui sont Bouclier du Zodiaque et Rêve de l'ombre, mais toute son œuvre est œuvre de poète. Lui-même le disait à un écrivain japonais, dans l'essai, dans le drame, dans la critique, dans les portraits, il veut avant tout être un poète. Et c'est sans doute dans ses essais et dans ses portraits critiques que Suarez a écrit ses plus belles pages. Multidimensionnel. Yves-Alain Favre, il y a un personnage qui illustre formidablement ce mélange paradoxal de rationalité et d'irrationalité chez Suarez, c'est Pascal. Dans le livre que Drouin a publié il y a quelques semaines chez Gallimard et qui s'appelle Âmes et visages, il y a un portrait de Pascal. Je vous en lis cet extrait qui, à mon avis, recouvre presque la conversation que nous venons d'avoir. Pascal a mesuré bien des abîmes, en lui et dans les autres hommes, mais il a surtout connu et pratiqué les siens. Cette grosse lèvre qui s'avance, épaisse et rouge, n'a tout dédaigné que sur l'ordre d'une pensée toute puissante. Et cet ordre impérieux lui a été cruel, sans doute. Qui résistera à Pascal, si ce n'est Pascal même? Mais qui Pascal craindra, sinon Pascal? Il a connu ses précipices, et il les a redoutés profondément, parce que la profondeur lui en était connue. Pascal sait bien que tous les hommes en seraient là, s'ils pouvaient seulement soupçonner leur abîme. Mais comme il ne les voit même point, il ne les mesure pas. Pascal soupçonne, voit et mesure. Nul n'est allé plus loin dans la connaissance de l'homme. Nul n'est donc allé plus avant dans la crainte de l'homme. Et c'est pourquoi Pascal ne quitte plus d'un instant Jésus-Christ. Il lui faut Jésus-Christ ou tout croule. J'ai l'impression que si on remplaçait Pascal par Suarez, on aurait exactement le discours que vous venez de tenir, non? Tenu par Suarez lui-même, Yves-Alain Favre. Exactement. Pascal a été une sorte de projection de Suarez lui-même. Il s'est retrouvé dans Pascal moins Jésus-Christ néanmoins. Voilà Suarez, Pascal moins Jésus-Christ. Et il a admiré toute sa vie dans Pascal cette analyse extrêmement profonde du cœur humain, des abîmes du cœur humain, et cette analyse extrêmement profonde également de l'univers et des abîmes de l'univers. Alors vous dites Pascal moins Jésus-Christ, mais on verra à la fin de cette émission où nous donnerons le texte du testament de Suarez quant à ses obsèques, que le nom de Jésus-Christ est invoqué et que la référence à Jésus-Christ est explicite. Oui, ma formule était trop rapide, si vous voulez. Je voulais dire Pascal moins Jésus-Christ. Suarez n'a jamais été chrétien au sens strict, n'a jamais appartenu à une église. Mais il a quand même toujours vénéré Jésus-Christ. Et dans son testament, cela apparaît dans bien des œuvres précédentes. Michel Drouin. Oui, j'ai d'ailleurs donné à la fin de l'édition d'Âmes et visages un texte posthume, mais quand même très révélateur de l'ultime pensée de Suarez sur Pascal, où finalement il reproche à Pascal, il se détache de Pascal, parce qu'il reproche à Pascal d'avoir trop incliné son génie personnel et en général la raison humaine devant les dogmes, devant l'Église révélée et devant, disons, l'enseignement théologique et l'enseignement des pères de l'Église. Alors, dans ce texte sur Pascal, il faut bien voir que ce texte date de 1900.
à une époque d'ailleurs de profond nihilisme chez Suarez. Les abîmes, effectivement, Suarez pense que Pascal est celui qui a vu peut-être les abîmes les plus profonds de la nature humaine. Mais je pense que d'autres textes ultérieurs, et en particulier le retour, parce qu'il le connaissait déjà très bien, mais le retour à une méditation beaucoup plus approfondie de Dostoïevski, augmentera encore cette découverte des abîmes de la nature humaine qui me semble à moi-même quand même plus profonde, par exemple, dans le magnifique portrait de Dostoïevski que dans le portrait de Pascal. Yves-Alain Favre. Mais le risque, justement, de cette recherche de la grandeur, c'est la grandiloquence. Grandiloquence des sentiments vers un héroïsme inhumain, grandiloquence du style vers une rhétorique de mauvais aloi. Cela arrive, il faut le dire, quelquefois à Suarez. C'est quand même assez rare. Il est le meilleur lorsque son style, justement, est un style de tension, d'énergie, avec des ellipses, des raccourcis, des images fulgurantes. Et au niveau du livre, en général, de la forme du livre, c'est une esthétique du fragment, une esthétique du discontinu. Et là, je crois qu'il a un aspect très moderne, très contemporain. Pensez au livre de Sioran, par exemple, ou à l'ouvrage que Louis-René Desforêts écrit actuellement, Ostinato, où l'on a des paragraphes étincelants, des remarques qui ne s'enchaînent pas. Selon un beau titre qu'il avait donné à quelques pages, c'est un fil de gemmes rompu. Suarez procède par bond et par ellipse. Et là, je trouve qu'il est excellent. Alors, sa création était foisonnante. Certains critiques un peu acerbes ont parlé de la polygraphie de Suarez. Vous-même, vous connaissez très bien l'œuvre inédite et une œuvre qui est en partie restée en chantier. Dans ce qui va paraître, indépendamment de la correspondance dont nous entretient par ailleurs M. Chapon, qu'est-ce qu'il en est de cette œuvre inédite qui mériterait aujourd'hui notre attention et qui peut-être va contribuer à réhabiliter Suarez s'il a besoin d'être réhabilité? Michel Drouin. Il est évident que les carnets de Suarez ne sont en rien l'équivalent des cahiers de Valéry. Ce n'est ni le même projet, ni la même densité mentale, mais ça n'a rien à voir avec un journal intime, au sens de Gide ou de Julien Green, même s'il y a des pages très personnelles. C'est surtout un immense chantier, comme les cahiers de Valéry. C'est-à-dire que les deux vies étant contemporaines, c'est un peu le pendant symétrique, avec d'autres objectifs, d'autres références, évidemment beaucoup plus insérés dans les humeurs et les passions du siècle que Valéry, beaucoup plus concentrés sur l'effort mental, mais c'est quand même quelque chose, les carnets de Suarez, qui n'a rien à voir avec les autres tentatives de journaux intimes. Yves-Alain Favre, lorsque vous parliez tout à l'heure de grandeur qui quelquefois risquait de devenir grandiloquence, est-ce que c'est pas toujours le petit défaut de Suarez de tomber au coin d'une page sur une phrase alors qui aujourd'hui nous paraît désuète, alors qu'il y a des pages magnifiques où on a l'impression que ce souci de grandeur ne se traduit pas du tout par une prose héroïque, entre guillemets, on tombe tout d'un coup sur une phrase qui aujourd'hui nous paraît complètement hors de propos et effectivement grandiloquente. Cela lui arrive dans certains livres. Même certains livres sont entièrement faits dans ce style grandiloquent. Je pense aux écrits de la guerre de 14-18, commentaires sur la guerre des Boches, qui est un peu illisible aujourd'hui. Dans d'autres livres, cela lui arrive, mais je crois que c'est quand même rare. Et ça lui arrive très peu dans ses portraits critiques ou dans ses livres admirables que sont Valeurs ou Essais. Michel Drouin. Oui, je pense que Suarez s'est souvent trompé lui-même sur peut-être le sens qu'il accordait à ce mot de grandeur. Prenons par exemple un livre, Images de la grandeur. Bon, eh bien, quand on relit ce livre aujourd'hui, qui porte un titre éloquent par rapport aux intentions de Suarez, eh bien, on ne peut pas dire que ce livre soit, comme le disait gentiment Romain Rolland, l'équivalent d'un grand poème de Goethe dans le XXe siècle. Il y a de beaux morceaux, mais ce n'est pas là que Suarez a peut-être déposé, comme vous le dites, le sens le plus, à la fois le plus absolu et en même temps le plus actuel, celui qui pourrait le plus nous toucher, de ce sentiment de la grandeur qu'a étudié Yves-Alain Favre. Michel Drouin vient de faire allusion à la haute opinion que Romain Rolland avait de Suarez. On sait que Suarez n'est pas le seul
à avoir pensé que son condisciple de Normal Sup l'avait pris pour modèle en bâtissant le personnage de Jean-Christophe. Incontestablement, au fur et à mesure des années, les relations entre les deux hommes se sont délitées. Impossible de ne pas reconnaître que, politiquement, le plus lucide des deux fut Suarez. Le pacifisme de Romain Rolland, incarné dans Au-dessus de la mêlée, se heurte aux engagements de Suarez. Et en 1934, Rolland est loin d'être sur la ligne précocement anti-nazi et antifasciste adoptée par Suarez dans Vue sur l'Europe. Bernard Duchâtelet. Dans les années 34 en particulier, Romain Rolland n'est plus le pacifiste qu'il a été, disons, dans les années 1920-1930, dans le sillage de Gandhi. À partir des années 30, Romain Rolland change quand même d'opinion et le nazisme, pour lui, est un phénomène, un fléau qu'il faut combattre. De ce côté-là, il est certainement d'accord, sur ce point-là, il est certainement d'accord avec Suarez. Le désaccord politique entre Suarez et Romain Rolland provient plutôt de l'analyse que l'un et l'autre font du phénomène russe. C'est là la grande différence et le désaccord fondamental. C'est-à-dire que Romain Rolland est au fond un compagnon de route du Parti communiste français, alors que Suarez stigmatise avec presque la même violence le nazisme et le fascisme italien et le stalinisme. Voilà. En fait, Romain Rolland plaide la cause de l'URSS, refuse le nazisme, refuse le fascisme, mais absout Staline. Il y a une lettre de février 1933 à Suarez où Romain Rolland se fait le défenseur de l'URSS, le défenseur de Staline. Pour lui, l'URSS est alors un camp retranché qui se doit de bâtir l'avenir. Les sentinelles sont un petit peu rudes, Staline est un petit peu rude, mais Staline, pour lui, rappelle les hommes de 93. C'est un homme désintéressé, c'est un homme réaliste, c'est un homme sur qui il faut compter pour, finalement, réussir cette révolution. Lorsque Suarez reçoit cette lettre de Romain Rolland, où il se fait le défenseur de l'URSS et de Staline, Suarez répond immédiatement. C'est une dédicace, celle qu'il écrit sur Marsillau, où il rappelle à Romain Rolland qu'il est un des derniers hommes libres, mais qu'il faut défendre la liberté. Et il s'étonne que Romain Rolland se laisse prendre, précisément par l'URSS et par Staline. Il ira même jusqu'à penser que Romain Rolland, comme Cachin, comme Gide, sont sont ces moutons que l'on dresse à l'abattoir de la Villette pour mener leurs congénères à la mort. Par conséquent, il y a une rupture fondamentale entre les deux. Michel Drouin. Sur le stalinisme, en tout cas. Oui, évidemment. Cependant, il me semble que le désaccord entre Suarez et Romain Rolland est bien antérieur aux années 30. Il a éclaté à l'occasion de la guerre de 14-18. Suarez est passé aux yeux de Romain Rolland pour un chauvin, un nationaliste absolument exacerbé, et ils se sont même, arrêtés de correspondre. Suarez n'a pas admis du tout Au-dessus de la mêlée. J'ai sous les yeux ici le nombre total de lettres écrites par Suarez à Romain Rolland. Au total, il y a plus de 850 lettres. 1887-1890, 200 lettres. 1891-95, 300 lettres. 96-1900, 150 lettres. 1900 et 1908, 130. Vous voyez déjà la décrue. 1910-1911, 15 lettres. 14, 7 lettres. Rien pendant la guerre. Romain Rolland note dans le journal des années de guerre, en juin 1915, reçu de Suarez, un mot affectueux à la date du 20 juin, et ces deux brochures exaspérées de haine et d'invective contre l'Allemagne, d'enthousiasme délirant pour l'Italie. Nous et eux, et Italie, Italie. Et il ajoute, j'avoue que je me sens incapable de continuer la conversation. 1919, 5 lettres, 20-21, 9 lettres, une légère reprise, 22-26, 14 lettres, 27-29, 14 lettres. Romain Rolland reçoit Suarez à Villeneuve le 11 octobre 28. Ils ont une longue conversation, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent pour noter un certain nombre de désaccords. Ils ne s'accordent finalement que sur la musique. 1930, 6 lettres et les envois des livres sur Beethoven. 31, 3 lettres au moment de la mort du père de Romain Rolland. 32, 3 lettres. 33, 4 lettres, c'est l'éloignement définitif ou à peu près.
François Chapon, vous êtes le directeur des bibliothèques Doucet, l'homme qui veille sur un fonds extraordinaire. Vous avez publié un livre absolument remarquable et tout à fait intéressant sur le fonds Doucet et la manière dont Doucet, une biographie de Doucet qui explique comment il a constitué ce fonds. Suarez y a contribué grandement parce que Doucet s'est appuyé sur Suarez pour une grande partie du fonds du 19e siècle. Oui. Pas seulement du 19e siècle, d'ailleurs, sur la création d'une bibliothèque vraiment moderne. Alors, qu'est-ce que Doucet attendait exactement de Suarez ? Il faut vous dire que Doucet ne s'était jamais occupé jusque-là de littérature pure. En 1913, il rencontre Suarez par une série de hasards que je vous passe, et à ce moment-là, il demande à Suarez de lui adresser une correspondance mensuelle en échange d'une pension qui était de 350 francs. Mais c'était des francs or, bien sûr. Et en 1914, Suarez suggère à Doucet l'idée de créer une bibliothèque sur la littérature vraiment contemporaine. Attendez un instant, je voudrais comprendre. C'est-à-dire qu'il payait la correspondance avec Suarez ? Oui. C'était un Suarez, système de Doucet. Il a fait la même chose avec Marc Jacob, avec Breton, avec Aragon, avec toutes sortes d'autres, n'est-ce pas? Il leur disait, voilà, vous correspondez avec moi régulièrement et moi je vous paye. Et surtout, vous écrivez en toute liberté. Vous ne vous sentez pas contraint. Mais Doucet ne s'engageait pas à publier cette correspondance. Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, la correspondance... Il fallait attendre François Chapon pour qu'on envisage de publier. Non, la correspondance de Suarez, par exemple, elle était scellée de par la volonté de Suarez jusqu'en 1969. Donc, il n'y avait pas du tout de pensée de publication immédiate. Mais Doucet voulait être informé, et en même temps, il trouvait ce moyen élégant, mais en même temps profitable, d'aider les écrivains dans la nécessité. Alors, François Chapon, si je comprends bien, Suarez, conseiller de Doucet et payé pour ce faire, lui conseille donc dans sa bibliothèque... Alors en 14, c'est une suggestion qu'il fait dans une lettre, et puis il faut dire que les événements se précipitent, et Doucet a d'autres soucis, comme tous les Français à ce moment-là. Et puis le temps passe, Doucet qui a fait honorablement son métier de citoyen, parce qu'il a fondé une ambulance, etc., commence à être horrifié par cette autodestruction de l'Europe, de la civilisation, où on ne parle plus que de mort, où il y a une sorte de monopole du massacre, et il veut réagir. Et à ce moment-là, Suarez saisit, si je puis dire, cette occasion, cette volonté de Doucet, en reprenant l'idée de créer une bibliothèque qui serait consacrée à la création de la littérature moderne, mais dans ce cas-là de plus d'avant-garde. Et je dois vous dire qu'à l'époque, aucune bibliothèque ne s'intéressait aux manuscrits des auteurs contemporains. Même la Bibliothèque nationale, par exemple, ne collectionnait pas les manuscrits des auteurs en vie. Alors, il y a là une démarche très originale qui annonce toutes les recherches de la littérature actuelle, qui est si attentive aux manuscrits, aux épreuves, aux correspondances. Et pendant l'été 1915, Suarez trace un plan de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, telle qu'elle devrait être, qui est d'ailleurs une merveille d'intuition et de choix critique, car pas une des parties de ce plan n'a vieilli. Alors il indique à Doucet quels sont les grands ancêtres de la modernité, c'est-à-dire Stendhal, Chateaubriand, Flaubert. Il lui conseille d'acheter leurs éditions, leurs manuscrits si possible. Et ensuite, il passe à la grande génération qui a inspiré, créé en quelque sorte le symbolisme. Et il cite bien sûr Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, et ce qu'il appelle alors les chapelles latérales, avec des hommes comme Barbé d'Aurevilly, comme Jules Laforgue, Huysmans et d'autres. Et puis il fait une liste à Doucet des auteurs plus contemporains qui doivent être présentés. Et je dois dire, ça n'apparaît pas dans la lettre, mais on le sait d'après d'autres correspondances, il y a eu dans leur conversation aussi des échanges, et la bibliothèque était bâtie autour de ce que Doucet appelait un quatuor, qui était Suarez lui-même, naturellement, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'était normal, Francis James, André Gide et Paul Claudel. Alors autour de ces 4 écrivains considérés comme majeurs, Suarez indique à Doucet quels sont les auteurs qui comptent à ce moment-là. L'une des parties les plus originales du programme, c'est d'avoir insisté sur l'importance des tribunes littéraires, des petites revues, qui à ce moment-là, en effet, étaient vraiment créatrices de la littérature vivante.
Suarez y avait d'ailleurs publié un certain nombre de ses textes. Suarez avait travaillé dans les petites revues, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a fait la connaissance de mon père, Albert Chapon, qui était secrétaire de rédaction de la revue L'Occident, qui était créée, présidée par Adrien Mitoire, et c'était une de ces maisons où se réunissait, où se regroupait justement une famille d'esprit, comme plus tard le fera la Nouvelle Revue Française, et comme le faisait déjà le Mercure de France. Alors parlons justement de l'Occident, dirigé par votre père. Suarez y a publié Voici l'homme. C'était en 1906. Voilà. C'est Claudel qui a présenté Suarez à Adrien Mitoire, puis à mon père, en leur demandant de publier ce qu'il considérait comme un grand livre. Il dit l'Ecclésiaste des temps modernes, Voici l'homme. Qu'on pourrait croire un recueil de maximes, mais en fait Suarez a toujours insisté sur la qualité de poème qu'avait ce grand volume en 3 arches. Il le comparait à une cathédrale, et pour lui c'était vraiment le résumé à ce moment-là d'une pensée qui ne voulait pas que nihiliste. Il disait que la seule affirmation valable finalement c'est la négation universelle. Vous voyez comment se retourne le propos. Le voyage du condottière. Tête dure et ventre chaud, Bâle est une ville singulière, capitale de bourgeois. Elle est chimérique et grasse, religieuse et charnelle. Le plus souvent, elle a la mine maussade, elle est venteuse. Dans le couloir de la vallée, souffle le grand vent des montagnes qui pousse en fer de lance un baiser aigre. Ici, le Rhin n'est pas encore le père. Il roule, violent et glauque, il est vert comme la feuille de saule. Et quand un nuage en toison traverse le ciel, il est laiteux comme l'herbe tendre. Qu'il est hardi, pressé, froid et vif. Ce n'est pas le père, mais le jeune homme en son premier élan. Il se précipite, il est égoïste et tout à soi. Il court à grand bruit, tantôt gai, tantôt triste. Toujours frénétique et jeune. Il est torrent. Il est chaste aussi. Je l'appelle Siegfried dans la forêt et dans la forge. Il ne connaît pas la peur. Il ne craint pas l'arrêt. Il tombe en criant de joie par-dessus les rocs et les montagnes. Il écume dans ses chutes, et pas une ne le retient. Plus il roule de haut et plus haut il bondit. Rien ne le brise, rien ne l'entrave. Cette nuit dans mon lit, je l'entends. Sa clameur me soulève, et j'écoute. La forte voix appelle. Elle a le murmure grondeur des lions et de l'action. Elle appelle, elle invite, elle commande. À l'œuvre, en route, et toujours plus avant. Michel Drouin, formidable portrait du Rhin. Je veux dire que tout le livre est de cette tone, et ce petit extrait donne une idée, je dirais alors là, du style crépitant de Suarez. Du style, là on a dit grandiloquent, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune grandiloquence, mais qu'on retrouve ce sens de l'ellipse, on retrouve une espèce de prose tendue, qui au fond cerne de très très près son objet, en l'occurrence ici le Rhin. Oui, on sent à quel point, comme il le dit lui-même, les problèmes de la langue l'ont intéressé. Il dit, bien sûr, lui aussi, il n'hésite pas à reprendre une La Palissade, que le génie c'est le style. Et il a accordé une importance à la langue, surtout à une époque où il reprochait, quand il a écrit ce texte, il reprochait énormément à la langue française de ne pas du tout faire attention à l'invasion des jargons, de l'abstraction. Et vous avez vu que cette personnification du Rhin, elle est pulpeuse. On a l'impression de toucher l'eau, de voir. Il y a des images extrêmement concrètes. Et il ne craint pas les redoublements de termes. Par exemple, cette phrase, s'il pleut, la pluie brille en refrain luisant. Il ne va pas se demander s'il faut répéter s'il faut dire seulement une seule fois, faire une seule allusion à la pluie. Alors, tout est à la fois familier et en même temps grandiose. C'est-à-dire que c'est à la fois le torrent, tel qu'il le décrit, encore à Bâle, et en même temps, c'est tout le Rhin. C'est le Rhin tel que nous le connaissons, c'est le Rhin jusqu'à son embouchure, c'est le Rhin de Siegfried, c'est le Rhin de Wagner, c'est le Rhin franco-allemand et tout ce qu'on veut. Je crois que le texte que vous avez choisi indique parfaitement à quel point, au moins ici, parce que parfois, on peut dire que le style de Suarez est trop tendu. Trop, vraiment, l'arc est trop tendu, que ici on a un équilibre parfait entre le souci de décanter, de refuser la rhétorique, la grandiloquence, et en même temps de ne pas trop enfermer les choses dans les fils de gemme, c'est-à-dire dans des ellipses trop retournées sur elles-mêmes. C'est le miracle de la prose suarézienne que d'avoir atteint, pas partout, pas tout le temps,
Peut-être qu'il a trop écrit, une centaine de livres publiés avec les plaquettes. C'est le miracle du style de Suarez d'avoir atteint parfois ces moments de bonheur de la langue, de grâce, où peu importe la vie, peu importe le destin, peu importe les vues sur l'Europe, on prend un plaisir sensuel, tout à fait sensuel, à se promener avec lui à Bâle et se dire que le voyage du condottière devrait être beaucoup plus qu'il ne l'est, parce qu'on n'en parle pas assez, l'un des bréviaires du touriste qui va vers l'Italie. François Chapon, est-ce qu'on peut parler un instant de l'amour du livre qu'avait Suarez? Parce qu'il a été le conseiller de Doucet, vous avez expliqué qu'il l'a aidé à choisir les manuscrits, notamment les manuscrits contemporains que la bibliothèque Doucet devait détenir. Oui. En même temps, il avait une réelle culture du point de vue de la typographie, ce qui à son époque était assez rare. Oui, il avait une culture réelle quant aux livres anciens, quant aux éditions, quant aux incunables, aux livres du XVIe. Il a donné quelquefois des indications précieuses à Doucet. Il s'intéressait aussi à la création du livre moderne. C'est ce qu'il a d'ailleurs rapproché de mon père, puisque à l'Occident, on faisait un effort de beauté typographique. On avait fait fondre exprès des caractères grassés, on choisissait des beaux papiers, une mise en page à laquelle il a été très sensible. Et plus tard, il a été associé alors à l'œuvre de gens qui ont joué un rôle non négligeable dans le livre moderne, comme Louis Joux ou Daragnès. Mais je crois que la partie la plus originale de son œuvre, alors quant aux livres illustrés, quant aux livres de grande typographie, c'est ce qu'il a publié chez Vollard avec Rouault. Alors on arrive à sa collaboration avec Rouault. Oui. Alors bien sûr, cette collaboration, en fait, il semble qu'elle ait été pas totalement réciproque, dans la mesure où c'est plutôt Rouault qui proposait ses peintures à commenter plutôt que des textes de Suarez qu'aurait illustré Rouault. Il semble que ça s'est passé dans ce sens-là, non? Oui, si vous voulez, c'est un peu singulier parce que évidemment, Suarez généralement a écrit ses textes d'après les illustrations de Rouault, alors que d'habitude c'est une démarche inverse. Mais si vous permettez, je peux vous lire juste un extrait d'une lettre de Suarez à Rouault qui marque très bien leur rapport et qui explique comment ils ont pu collaborer, bien que ayant des pensées très différentes. Vous savez que Rouault était un croyant tout à fait fidèle, et Suarez, s'il aimait l'âme chrétienne, n'était quand même pas très orthodoxe. Alors voilà ce qu'écrivait Suarez au moment où ils ont composé ensemble le dernier grand livre publié par Vollard, Passion, en 1939. Vous me dites qu'il n'était pas très orthodoxe, il n'empêche qu'il existe des textes de Suarez très étonnants du point de vue de la religiosité. Ah oui, un intérêt pour la religion, pour la religion catholique est absolument étonnant. Qui se termine par « J'aime Jésus, je suis fidèle à toute la beauté chrétienne ». Non, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'était pas, si vous voulez, un croyant à la façon de Rouault. Pas du tout. Mais Rouault disait lui-même, n'est-ce pas, je trouve en Suarez beaucoup plus d'affinité qu'avec des écrivains beaucoup plus catholiques que lui. Parce qu'il y avait cet instinct de la transcendance. Alors, lettre. Alors, voici, enfin, c'est un extrait d'une lettre de Suarez à Rouault. Il est une sphère de sentiments, un univers fermé, une pensée mystique où je n'ai pas d'autre compagnon que vous. Et je sais que vous-même, vous n'avez personne pour comprendre ce fond et cette ascension de votre propre nature sur le plan supérieur où se confondent la prière et la recherche ardente d'une vérité idéale. Vous voyez, c'est sur le plan de cette vérité idéale qu'ils se rencontraient. Ce que l'on connaît le moins de vous, c'est sans doute ce désir de réaliser un sentiment religieux dans une beauté durable, parut-elle horrible aux pharisiens et leur fut-elle un scandale. François Chapon, alors il faut dire qu'il y a d'abord Passion, qui a donc été illustré par Rouault, ou plutôt que Suarez a accompagné d'un texte. Oui. C'est le texte essentiel, parce qu'ensuite, il y a eu des projets, Miserere et Guerre. Enfin, ensuite, avant. Vous savez, c'est très complexe, parce qu'il faut vous dire que les livres de Rouault chez Vollard, étant donné l'exigence du peintre et l'exigence de l'éditeur et la mésentente permanente qui existait entre eux, il faut vous dire que ces livres prenaient facilement 12 ou 15 ans de fabrication. Passion a été mis en train en 1927,
1937 et n'a été terminé qu'en 1939. Alors, nous savons qu'avant Passion, il y a eu plusieurs projets. Rouault a nourri pendant presque toute sa vie, puisque c'est à partir de la mort de son père en 1912, le dessin du fameux Miserere, qu'il aurait intitulé Miserere et guerre, si Suarez lui-même ne lui avait pas conseillé de l'appeler Miserere. Alors, depuis 1912 jusqu'à l'après-guerre, Rouault a nourri ce projet d'essais successifs. Et Suarez aurait dû composer un texte que finalement il n'a pas fait, et après la guerre, il était trop tard. Alors, un autre projet avorté qui est très singulier, c'est celui de Cirque. Cirque, pour lequel Suarez avait écrit un texte, et ça, Rouault avait commencé de son côté les illustrations, et au moment de donner le bon à tirer, Vollard a eu quand même la curiosité, il faut dire un peu tardive, je crois qu'il ne lisait pas toujours beaucoup, il a eu la curiosité tardive de prendre connaissance de cette œuvre, qui attaquait très violemment ce que Suarez appelait les Yankees, et qui était le fond de la clientèle de Vollard, les Américains. Alors Vollard, épouvanté, a retiré ce texte, il a fallu prendre des gants et des mitaines pour persuader Suarez d'écrire un autre Cirque qui n'a jamais été fini, et Rouault, alors réutilisant certaines planches mais en créant d'autres, a à ce moment-là créé ce livre magnifique, Cirque de l'étoile filante, dont il a fait lui-même le texte. Alors curieusement, ça n'a pas brouillé Rouault et Suarez? Ah non, pas du tout. Pas du tout, d'abord parce que Rouault n'était pour rien dans ce retrait. Et puis entre eux, il y avait vraiment des affinités très anciennes. Et Suarez a été un des premiers à percevoir ce qu'était le génie de Rouault. Et il y a des lettres admirables, par exemple, où il dit qu'il a créé dans le monde moderne ce que personne d'autre n'avait fait, c'est le paysage mystique. Et quand on voit les grandes planches sur cuivre de Passion, on se rend très bien compte de ce qu'il veut dire par là. Robert Parienté, alors pendant la guerre, Suarez va être proscrit à partir du 11 juin 1940. Il va être recueilli chez Pigier. Et puis ensuite, il va s'engager dans la résistance. Alors c'est évidemment un vieux monsieur. Je rappelle qu'il est né en 1868. Donc il a près de 70 ans. On peut comprendre qu'il n'est pas un résistant très actif. Pourtant, il va s'engager dans la résistance et dans le réseau Bénouville dès 42. Alors comment qualifieriez-vous son action de résistant ? En quelques mots, je voudrais tracer son itinéraire de ces dernières années. 1939 a failli être pour Suarez l'année de l'accomplissement et de la célébrité. Grasset, à travers Brun, qui était directeur général, envisage de publier ses œuvres complètes, ou décide de publier ses œuvres complètes. C'était sur le point d'être fait. Vollard, le grand marchand et le grand éditeur, lui propose un contrat d'exclusivité mirifique avec une villa, une voiture, un chauffeur et des sommes mirobolantes pour Suarez à l'époque qui ne roulait pas sur l'or. Et puis la guerre arrive. La guerre arrive quelques jours après que Vollard se tue en voiture et quelques jours après que Louis Brun soit assassiné par sa femme. Tout est ruiné, l'exode, Suarez se cache en 1940 dans la Creuse, puis atterrit grâce à quelques amis à Antibes, où là, il lie connaissance avec André Girard et son épouse, qui s'appelle aussi André Girard, qui sont les parents de Daniel Delorme, et qui le font participer à leurs travaux de résistants, puisque André Girard dirige un réseau de résistance qui a été créé très tôt en 1941. Et puis, André Girard est obligé de se cacher, Madame Girard est arrêtée, et à ce moment-là, Suarez est sur le point d'être arrêté par la Gestapo parce qu'on sait qu'il habite l'hôtel de la mer à Antibes, on sait qui il est, et il se réfugie grâce à Pierre de Massot, un écrivain engagé, un ancien communiste, qui est engagé dans le mouvement de la résistance à Paris, qui le fait quitter Antibes précipitamment pour se réfugier à Pontcharrat-sur-Turdine, près de Lyon, où il passera ses 2 dernières années de la guerre dans des conditions assez pénibles, assez effroyables, dans le froid, sans chauffage, sans possibilité de s'exprimer non plus. Encore qu'il ait entretenu pendant la guerre une longue correspondance avec Pierre Segers et qu'il ait donné à Pierre Segers pour Poésie 43 un magnifique texte qui s'appelle Créance, dans lequel il s'engageait sous son nom de guerre de Kaerdal pour participer à la résistance aux côtés de tous les poètes qui s'étaient engagés à cette époque-là, comme Pierre-Emmanuel ou Pierre Segers lui-même. Robert Parienté, ce qui est étonnant, c'est que après la guerre,
les résistants ont quand même connu une certaine notoriété, ont quand même obtenu pour certains d'entre eux que justice leur soit rendue. Et curieusement, ce n'est pas le cas de Suarez. C'est-à-dire que Suarez va mourir en 48, j'ai pas envie de dire ignoré de tous, mais enfin disons sans qu'on lui rende l'hommage suffisant, quoi. Oublié. Mais je crois que ça tient à deux choses. D'abord, la générosité de Suarez. On a oublié, à travers toutes les critiques dont il a été l'objet tout au long de sa vie, que c'était un homme bon et généreux, avant tout. Par exemple, en 1945, quand Pierre Segers lui demande de participer à une sorte de tribunal de la résistance qui était amené à juger les écrivains contemporains qui avaient collaboré pendant la guerre, eh bien Suarez s'y refuse et perd peut-être la dernière occasion de connaître cette notoriété qui est passée à côté de lui juste avant la guerre. Il refuse parce qu'il dit « Je n'ai pas le droit de condamner des gens, ce n'est pas mon rôle, je me suis battu pour la liberté, je ne veux pas maintenant contraindre ces gens qui se sont trompés à la servitude. » Alors Yves Alain Favre, l'œuvre inédite, il y a encore des choses qui vous paraissent mériter notre attention et qui vont peut-être contribuer à mieux faire connaître Suarez et qui paraîtront bientôt? Bien, il y a d'autres manuscrits importants. Tout d'abord, son fameux Rimbaud le mystère, un portrait de Rimbaud écrit avant 1912 et qui, pour l'époque, est étonnamment moderne. Seuls des fragments ont paru dans les Cahiers du Sud. Michel Drouin, vous allez le publier très bientôt, puisque c'est le 2e tome d'Âmes et Visages qui va paraître chez Gallimard, qui le contiendra. Oui. L'aventure rimbaldienne et la conversion. Enfin, j'entends, les problèmes posés par la conversion de Rimbaud sont des problèmes qui l'ont toujours intéressé. Mais l'art de Rimbaud n'est pas l'art préféré de Suarez. Suarez préférait de beaucoup des poètes comme Baudelaire ou Verlaine, de ce point de vue-là, à Rimbaud. Yves Alain Favre, alors d'autres œuvres encore que nous découvrirons ultérieurement? Eh bien, d'abord, son testament spirituel, le célèbre Paraclet. Alors, parlez-nous un peu de ce Paraclet, ce qu'il contient, puisque c'est une espèce de mystère entretenu par tous les Suarésiens qui nous disent vous allez voir, quand nous aurons reconstitué le Paraclet, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Alors d'abord, pourquoi un tel travail pour reconstituer ce testament spirituel? Pourquoi est-ce qu'on n'en a que des bribes? Et pourquoi est-il envisageable et possible, peut-être, qu'un jour nous disposions de ce testament spirituel? Suarez a voulu écrire là son testament spirituel. Sa grande idée était la suivante. De même que Jésus, le Fils, avec le Nouveau Testament, a mis fin au royaume du Père que représentait l'Ancien Testament, de la même manière, le Paraclet va abolir le royaume du Fils et créer un 3e royaume. Avec le Paraclet, régneront l'amour, la liberté, la paix. Et le monde moderne, à ses yeux, n'a que 2 voies possibles. Ou bien le domaine du Paraclet, l'amour, la liberté, la paix, ou bien la termitière sociale, où l'homme ne sera qu'un insecte dans un univers de violence. Et voilà le choix qui est donné à l'homme contemporain. Il n'y a que ces 2 voies aux yeux de Suarez. Michel Drouin, dans un article que j'ai lu dans la revue Europe, insiste beaucoup sur l'attention experte de Suarez aux sciences. Et il dit que derrière la mystique de Suarez, il y a une mystique nourrie de mathématiques. Est-ce qu'on sent dans le vent Paraclet, je dirais, ce mélange d'approche scientifique et d'approche spirituelle? Non. Suarez s'est en effet beaucoup intéressé aux sciences. Il avait des idées très précises sur l'union nécessaire des sciences et de la métaphysique, mais dans le Paraclet, cela apparaît assez peu, finalement. La méditation que Drouin qualifie de lucide sur les conséquences de la technique n'apparaît pas dans le Paraclet. Apparaît assez peu. Si vous voulez, il n'y a aucune remarque ou aucune observation scientifique précise. Mais la grande idée de Suarez était la suivante. La métaphysique tourne en rond et se répète depuis 2 siècles parce qu'elle ne tient pas compte des découvertes scientifiques. Les découvertes scientifiques doivent absolument renouveler la métaphysique et inversement, la métaphysique doit ouvrir à la science de nouveaux domaines par des hypothèses, en lançant des hypothèses. Il y a donc bien la prise en compte des acquis de la science, des acquis de la technique, et il y a chez Suarez alors cette méditation sur la technique. Oui, et sur la science, il s'y connaissait fort bien en mathématiques, il s'y connaissait en physique, en cristallographie également, il réfléchissait sur la biologie et sur le problème du passage de la matière au vivant,
Et tout cela a nourri sa pensée profondément. Alors cela réapparaît, si vous voulez, en profondeur dans le Paraclet, sans qu'il y ait d'allusion scientifique très précise. Au fond, vous savez, il y a toujours eu un risque des Suarésiens, c'était le risque de la rhétorique pure. On a toujours dit, au fond, qu'il y aurait peut-être chez Suarez un aspect rhétoricien. Est-ce que finalement cet aspect n'est pas contrebattu par cette présence des sciences et de la technique ? Précisément. Suarez s'y connaissait parfaitement en sciences, bien qu'on ait prétendu quelquefois le contraire, et cela nourrit sa pensée, et cela l'empêche justement d'être un rhétoricien qui tourne à vide et qui se contente d'enfiler des mots. Michel Drouin ? Oui, je pense que même si ça n'apparaît pas en apparence dans le Paraclet, il y a quand même cette volonté chez Suarez, qui est un esprit mystique, en quelque sorte en marche vers ce qu'il appelle le Paraclet, de ne rien abandonner du rationnel. C'est-à-dire de ne rien abandonner de l'ensemble des connaissances sur quoi est fondée non seulement la raison elle-même, mais tout le champ d'application de la raison. Et ceci est un aspect qui peut nous toucher aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Suarez, et on le voit très bien dans sa correspondance avec Claudel, la moindre concession à ceux qui tout à coup, sous prétexte qu'il y a un nœud, un problème trop grave, veulent faire des concessions à, disons, l'effort de la raison pour essayer de comprendre l'univers. Et il y a une réflexion très originale chez Suarez, et bien sûr très antérieure à beaucoup d'autres travaux, sur les notions de hasard et de nécessité. François Chapon, je vous ai trouvé à HR parce que c'est votre maison de repos pour le week-end. Oui. C'est là que je vous ai rencontré pour la première fois. C'est un endroit curieux parce que c'est aussi là que Suarez a voulu être enterré. C'est-à-dire que Suarez a voulu être enterré dans plusieurs endroits, mais vous avez un testament de Suarez où il dit qu'il voulait être enterré là où vous habitez aujourd'hui. C'est ça, parce qu'il était venu voir mes parents plusieurs fois, dont il connaissait l'amitié, la fidélité, n'est-ce pas? Alors, il a pensé, il aimait cet endroit, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup plus sauvage que maintenant, n'est-ce pas? La beauté de cette forêt l'avait retenu. Et alors, je vous lis le début de ses volontés. Quand je ne serai plus qu'on me mette en terre chrétienne, au beau que j'ai tant aimé si je cesse de vivre en Provence, si à Paris, dans le petit clos d'Achères, à l'ombre de la forêt entre Fontainebleau et la Chapelle-la-Reine, le destin me toucha-t-il du doigt, en Bretagne, qu'on me donne un lit et une pierre sur le tertre de Landévennec, entre les pins, ce coin de terre est cher à mon cœur. Ici ou là, loin de tout, je vais dormir, j'espère, moi si insomnieux de nuit et de jour, et pourquoi ces vains désirs? Je cherche dans l'amour à me distraire de l'horreur qui m'environne et me submerge à la pensée de la misère dernière. Les lieux qu'on a beaucoup aimés nous aiment aussi sans doute. Puis alors c'est là où il ajoute, n'est-ce pas? Quelle que soit la forme de mon espérance ou de ma foi, j'aime Jésus, je suis fidèle à toute la beauté chrétienne, elle est la source de la bonté humaine, où elle n'est pas, la barbarie est toujours proche, avec ses gardes du corps, les gars de l'enfer, l'orgueil et la cruauté. À moins d'une âme chrétienne, on n'est pas tout à fait de France, ni vraiment homme en effet, comme tous les enfants de Dieu, je cherche le sein du Père et j'attends le Paraclet. Michel Drouin, donc je rappelais que vous étiez chercheur au CNRS au début de cette émission, sans doute l'homme qui connaît le mieux Suarez en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme lecture de Suarez? Outre vos portraits, Âmes et visages de Joinville-Assad, que vous venez de publier aux éditions Gallimard, et le deuxième volume que vous publierez dans quelques mois, qui sera consacré à d'autres portraits de Suarez. Bien sûr, il faut citer la biographie de Robert Parienté, qui a été notre invité, André Suarez l'insurgé, aux éditions François Bourin. Il faudrait citer aussi, je suppose, Musicien, dont nous avons lu un extrait lors de cette émission. Bien sûr, Les Voyages du Condottiere, parce que Le Voyage du Condottiere, c'est le livre phare un peu de Suarez, celui par lequel on peut conseiller peut-être à nos auditeurs de commencer. Certainement. Le Voyage du Condottiere est, malgré son volume, environ 500 pages, un merveilleux livre qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas l'Italie. C'est un livre superbe. Chez Gallimard,
On trouve dans les livres récents la correspondance avec Jean Paulhan de 1925 à 1940. Et puis on peut encore trouver, bien sûr, Hélène chez Archimède. Il y a 2 livres qu'il faut citer absolument. C'est quand même le Goethe, le grand européen, oui, chez Méridien Klingsik. Chez Méridien Klingsik. Et puis le portrait tragique. Poète tragique. Le poète tragique Shakespeare. Voilà, portrait de Shakespeare et le portrait de Prospero. Qui a été réédité aux éditions François Bourin. C'était Une vie, une œuvre, André Suarez, 1868-1948, une émission d'Antoine Spire, réalisée par Jacques Taroni, mixage Christian Fontaine.